Premier message à délivrer à quelqu'un qui voudrait être photographe, c'est lui dire: «Bah, ouais, c'est super, tu vas te faire plaisir, mais n'oublie pas, tu vas passer seulement, 5 de ton temps à appuyer sur le déclencheur. Le reste du temps, bah, tu vas monter des projets, tu vas faire du commercial, tu vas faire de l'administratif, et cetera, et cetera». C'est ça le job de photographe. Bienvenue dans le podcast des photographes professionnels. Dans cette émission audio, je partage avec vous de grands entretiens avec des experts de la photo, de la vidéo, du journalisme ou encore de l'entrepreneuriat. Tout ça dans le but de vous aider à progresser et vous épanouir dans votre activité professionnelle. Si le format vous plaît, faites-le savoir en partageant cet épisode ou encore en mettant une note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Et rendez-vous en description de cet épisode pour retrouver plus de ressources qui vous aideront à développer votre activité, obtenir davantage de clients et également de publications. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue Gilles sur le podcast. Euh, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Ouais, écoute, très, très rapidement, bah, déjà merci de m'avoir invité à participer au podcast. Donc écoute, moi je viens de rejoindre donc le collectif, DR au début de cette saison, donc en septembre, dernier. Après mon parcours, bah, j'ai un parcours plutôt, on va dire, classique, de cadre, dans différents domaines, dans des grosses boîtes, des petites boîtes. J'ai aussi, monté ma propre boîte à un moment donné, donc une activité d'entrepreneur et de formation. J'ai une double formation. Je suis ingénieur, informaticien et j'ai aussi un master en gestion d'entreprise. Donc voilà, j'ai fait toute ma carrière, comme ça, et j'ai une particularité aussi autour de la photo, c'est que depuis tout petit, moi, je suis passionné par, tout ce qui est plongée sous-marine. Comme beaucoup de gens de ma génération, hein, j'ai été élevé avec les documentaires, Cousteau, donc je me suis mis à la plongée. Et la plongée, c'est vrai que ça a de particulier que, bah, on voit des choses tellement incroyables sous l'eau, que ce soit au niveau des animaux, des paysages, qu'on essaye de partager ce qu'on voit, ce qu'on ressent avec les gens de la surface, et avec des mots, c'est assez compliqué, et c'est pour ça que je me suis mis à la photographie. Donc voilà, le parcours, je viens de la plongée, je me suis mis à la photo, au départ, photo sous-marine, et puis aujourd'hui, je m'intéresse un peu plus à la photo animalière, et aussi à la photo humaniste. Heu et c'est aussi ce qui m'a donné l'envie d'aller encore plus loin et de partager, à travers des reportages, toutes ces rencontres, que ce soit avec des animaux ou avec des peuples. Super. On va en reparler parce que tu as fait un impressionnant travail sur un peuple justement qui vit littéralement dans l'eau. C'est dingue. Oui, 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 les Badjao. Mmh. On va en parler. Avant ça, ça a été quoi la bascule pour toi? À quel moment tu t'es dit, «Là, j'ai envie de vivre de la photo, j'ai envie de faire ce changement de vie aussi quelque part», qui est un changement de vie, ouais? Bah, j'arrive plutôt en fin de carrière. En tout cas, l'essentiel de ma carrière, il est plutôt derrière moi que devant moi. Et pour les quelques années d'activité qui me restaient, j'avais plutôt envie de me faire plaisir plutôt que, voilà, de gagner de l'argent, et donc j'ai décidé de basculer et de vivre, ou en tout cas d'essayer de vivre de ma passion, oui. Super. Et alors pour revenir à ce projet, parce que là je l'ai sous les yeux, c'est un beau bouquin, qui fait son poids, hein. Tu es à 1,5 kg je pense, 1,5 kg. C'est ça, ouais, 1,5 kg. Donc les gens, je mettrai un lien dans la description pour que les gens aillent voir et puis, qu'ils achètent ton bouquin. Tu le vends en ligne? Tu le vends sur ton Il est site? vendu en ligne, oui, oui, je te donnerai le lien. Il y a tous les détails, sur une petite plateforme SumUp où voilà, Super. tu as accès à tout. Bah, bon, l'idée, c'est pas de faire de la pub pour la pub, mais pour montrer un peu ton expérience de ce que tu as pu faire. Parce que ce qui est génial quand tu fais un reportage comme ça et que tu arrives à l'exploiter, jusqu'à l'étape du livre-objet en plus, je trouve que c'est incroyable. C'est une nouvelle aventure en dehors du fait de faire les photos. Tu vis une aventure entrepreneuriale qui est de choisir un imprimeur, ou un éditeur, ou éditer toi-même. C'est ce que tu as fait, sur ce projet. Comment ça s'est passé, dans cette aventure pour toi?
Bah, c'est avant tout, c'est un projet et c'est un projet qui est né d'une envie. Alors, pour parler rapidement des Badjao, c'est vrai que c'est un peuple incroyable puisque à la base, ce sont des nomades des mers qui vivent en Asie du Sud-Est et qui, naviguent sur des bateaux. Ils vivent sur des bateaux entre, Bornéo, les Philippines et le Sulawesi en Indonésie. Donc ça fait des générations et des générations qui vivent comme ça sur la mer et de la mer. C'est-à-dire que c'est pas des agriculteurs, c'est pas des éleveurs, ils ont pas d'autres ressources que la mer et à force de vivre dans ce milieu, aquatique, ils ont, leur corps a évolué si tu veux. Il y a une étude qui a eu lieu en 2018. On s'est aperçu que leur rate était plus importante que le reste de l'humanité. Donc c'est une mutation génétique, une évolution du corps qui est apparue au fil des générations, qui leur permet de produire plus de globules rouges et donc de rester plus longtemps en apnée. Et quand tu les vois, c'est incroyable, hein. Ils tiennent facilement 7-8 minutes sous l'eau à courir après des poissons, à chasser des poissons, et tout ça sans aucun équipement technique. Ils n'ont même pas de ceinture de plomb. Alors que nous, quand on fait de l'apnée, on a beaucoup de mal à descendre si on n'a pas ces ceintures de plomb. Donc c'est à la fois un mélange d'adaptation physiologique et d'apprentissage de techniques, voilà, qui se transmettent de génération en génération. Donc pour moi, plongeur, j'avais très, très envie de les rencontrer. En plus, Bornéo, c'est une destination que je connais plutôt bien parce que ça fait plusieurs années que j'y vais, tous les ans. J'accompagne même des photographes là-bas dans la jungle, pour aller faire des photos d'orang-outans, de nasiks, enfin de toute la faune de Bornéo. Et donc c'est comme ça que l'idée de faire ce reportage est venue. Et après je disais c'est un projet parce que c'est un reportage qui a pris quasiment 2 ans de bout en bout. Il y a eu une énorme phase de préparation. Après bon, c'est des choses que tu connais bien, hein, quand on monte ce genre de projet, c'est un petit peu comme quand on va en terrain de guerre, hein. Faut trouver, un fixeur parce que, bah, c'est des gens qui parlent pas le même langage que nous. Ils sont en dehors des routes commerciales, donc il faut, affréter, un bateau, trouver, un équipage. Enfin, il y a toute une étape logistique qui est hyper importante. Faut gérer la sécurité aussi parce que l'endroit où ils vivent est toujours classé en liste rouge, sur le site du ministère des Affaires, étrangères, hein. Il y a beaucoup de piraterie avec des pirates qui viennent du sud des Philippines, qui sont, enfin qui étaient en tout cas armés par Al-Qaïda et qui aiment bien kidnapper les touristes pour demander des rançons. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses à faire. Des voyages de reconnaissance aussi, qu'on fait, enfin qu'on commande en tout cas aux fixeurs pour faire un espèce de casting, savoir dans quel village on va aller, dans quelle famille on va aller voir. Et puis commencer à réfléchir, à toutes les photos qu'on veut faire. Donc ça, c'est un travail qui a pris à peu près 6 mois. Après, bah, de manière classique, il y a le shooting, sur place où on essaye d'être le plus efficace, possible pour pouvoir, bah, maîtriser complètement les coûts et pas les faire exploser. Et puis après, il y a tout le travail de post-production avec un gros travail aussi de de traitement des images, d'editing et puis la constitution du livre. Et après, une fois qu'on a fait ce travail, bah, comme tu le disais, le choix d'un imprimeur, le lancement des appels d'offres, la comparaison des devis, la gestion de l'impression et ensuite toute la phase aussi de commercialisation du livre, et puis de tous les produits dérivés en fait de ce reportage qui prend aussi pas mal de temps. Ouais, qui est presque parfois encore plus chronophage, que le reste, quoi. Ben oui, mais après, c'est vrai que de l'extérieur, on a toujours une image de la photographie un petit peu romantique, idéalisée, où on passe notre temps, derrière l'objectif à déclencher et en fait, sur ce type de projet et sur pas mal de projets, quand on passe 5 ou 10 de son temps derrière l'appareil, c'est déjà pas mal, quoi. Bah, Et je parle pas de tous les aspects, comptables, administratifs et autres, quand il faut en plus gérer des demandes d'autorisation, enfin, ouais, oui, c'est un gros boulot. ouais. Ce qui fait que j'imagine on n'a pas on découvre un peu ce sujet avec toi parce que c'est tellement compliqué, peut-être d'accès, de questions techniques aussi, tu l'as dit, de sécurité. On n'y pense pas forcément, mais
tout le monde n'a pas forcément envie de prendre le risque d'aller dans une zone rouge et risquer de se faire kidnapper par Al-Qaïda. C'est pas trop fun comme programme. Heu, Ça explique peut-être le fait qu'il y ait très peu de sujets qui ont été faits sur eux? Ça peut l'expliquer en partie, oui. Alors la situation c'est quand même nettement amélioré, hein, il y a toujours cette zone, rouge, il y a toujours un couvre-feu là-bas. C'est-à-dire qu'on circule pas la nuit, il y a quelques précautions à prendre, mais le gouvernement malaisien maintenant a mis des postes militaires dans toutes les îles un petit peu stratégiques, notamment là où il y a beaucoup de touristes. Alors c'est vrai qu'eux sont dans des villages où il y a très, très peu de tourisme, mais ouais, je pense que le risque est quand même, très, très minime. La dernière grosse attaque, c'était 2019 et depuis, ça s'est quand même pas mal calmé. Mais c'est encore en zone rouge. Ouais. Pour, pour revenir sur la partie, livre, heu, pourquoi tu as fait le choix d'auto-éditer et pas passer par le circuit, tradi, on va dire, des éditeurs, classiques? Bah, c'est une raison qui est purement économique, c'est-à-dire que, quand on passe par un éditeur, globalement, selon nos capacités à négocier, on va toucher, allez, entre 5 et 10 du prix de vente d'un livre. Alors ça, c'est très bien si tu rédiges un prix Goncourt ou si tu vends un best-seller. Les livres photos, malheureusement, on est sur des tirages qui généralement sont assez limités, hein, quand on tire à 1 000 exemplaires, c'est déjà pas mal et même sur un prix de vente, en général, sur ce type voilà, de beaux livres, on va être entre 50 et 80 €. Bah, je te laisse faire le calcul, hein, 5 ou 10 du prix de vente, il reste pas grand-chose. Donc le choix de l'auto-édition, c'était purement économique, c'est-à-dire qu'une fois que tu as, payé ton imprimeur ou tous les frais annexes, il y a pas mal de choses que tu peux faire toi-même, hein, tout le maquettage, sous InDesign et cetera. Tout ça, ça économise aussi des coûts, donc globalement sur ce livre-là, le seul coût externe que j'ai eu, c'était le coût d'impression. Tu fais une marge qui est beaucoup plus importante. La seule difficulté, c'est de trouver, à distribuer le livre, ce que fait aussi enfin, ça fait partie du travail d'un éditeur. Donc moi, j'ai un business model qui est un peu particulier là-dessus. Comme je suis avant tout photographe, animalier, je participe à beaucoup d'expositions, beaucoup de festivals, un peu partout en France. Et donc ça me donne un accès direct, à un public qui est susceptible d'acheter, les livres, en plus des ventes qui peuvent être générées sur internet. Voilà, donc c'est essentiellement un choix économique. OK. Et au niveau justement des expos, des festivals que tu vas pouvoir faire, j'imagine que tu vends des tirages aussi sur place Oui, bien sûr, oui. pour rentabiliser le truc, quoi? Ça marche bien? Alors les tirages, c'est toujours un peu compliqué de vendre des tirages. Forcément, on est sur des prix, qui permettent pas à tout le monde de pouvoir se payer ce type de tirage. Moi, ce que je fais en plus, c'est que je vends des petits tirages, de l'expo. Donc c'est des petits formats sur du beau papier, hein, c'est du papier d'art, c'est des photos prêtes à encadrer. Et ça se vend plutôt bien, oui. Oui, oui. OK, super. Parce que c'est vrai qu'on a alors il y a ce festival, que tu connais peut-être qui s'appelle les Rencontres de Cauterets, dans les Pyrénées où on voit les photographes se on avait reçu Nathalie Cantaloupe qui fait partie de l'équipe, organisatrice sur le podcast, qui en parlait et qui disait qu'effectivement c'était plutôt bien pour les photographes parce que ça non seulement ça met en avant leur travail, mais en plus ils peuvent vendre sur place, sont libres de vendre un peu ce qu'ils veulent et c'est là que tu vois les photographes qui ont la fibre commerciale ou en tout cas entrepreneuriale et qui arrivent à vendre parfois plus de tirages ou de même de petits tirages que leurs propres livres ou que, des grands tirages. Parce que c'est vrai que les gens sont prêts à acheter que mine de rien. Il y a encore un peu d'argent, il y a encore, des trucs à faire. Oui, oui, bah, écoute, c'est une autre casquette du photographe. Faut être aussi un petit peu commercial, savoir se vendre et savoir vendre, ses produits mais au-delà de l'aspect commercial, c'est vrai que ces festivals, c'est aussi super intéressant parce que ça te permet à la différence d'une exposition quand tu es dans une galerie où en général tu es présent pour le vernissage, là tu es présent pendant toute la durée du festival et ça te permet aussi d'avoir des vraies rencontres avec le public, de pouvoir, présenter ton travail, présenter ce que tu as fait, expliquer, le sujet, et bon, tu as un retour qui est toujours, très, très enrichissant.
Donc il y a pas que l'aspect commercial, il y a aussi l'aspect humain qui fait que voilà, que c'est intéressant. Et après, bah, il faut aussi bien choisir ces festivals, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de festivals en France et tous sont pas forcément, très rentables, hein, alors tu as des grands festivals comme le festival de Montier-en-Der qui est bon, le festival le plus connu en photographie animalière où là, tu as à peu près, entre 40 et 45 000 visiteurs sur 4 jours. Donc là, c'est plutôt sympa et ça te donne des bonnes opportunités de vente. Tu fais en général un bon chiffre d'affaires. Mais à côté de ça, tu as des tout petits festivals qui durent 2 jours et où tu as, peut-être 500 visiteurs. Donc là, c'est plus compliqué parce que sur un festival, même si tu fais beaucoup de ventes, faut pas oublier que ce que tu vends, c'est du chiffre d'affaires. C'est pas du bénéfice net, hein. C'est-à-dire que les tirages, bah, faut aussi les payer. Le festival, faut aussi que tu payes, bah, ton trajet, en général ton hébergement, ta nourriture. Donc voilà, faut aussi tenir compte de tout ça. Mmh. Ouais, bien sûr et puis ton temps accessoirement aussi, à pas faire autre chose Et aussi le temps, bien sûr. et au-delà de ces frais et qu'effectivement au-delà des rencontres aussi, ça t'apporte aussi peut-être une certaine forme de crédibilité, de légitimité? Est-ce que ça toi, ça t'aide pour le reste de tes projets aussi ou même à titre personnel pour dans ta démarche de te dire, «Je suis professionnel dans ce métier-là, dans la photographie»? Alors oui, ça aide énormément. D'abord parce que, bah, tu as des gens qui finissent par te connaître. Tu as aussi des retombées, presse assez fréquentes, surtout quand tu es, invité d'honneur ou quand tu es parrain des festivals. Donc, oui, oui, bien sûr, ça t'apporte, crédibilité, légitimité et ça peut ouvrir des portes, bien sûr. Tu parlais des voyages que tu faisais, des voyages photos. Tu donnes des cours aussi? Tu accompagnes des photographes? Alors oui, j'accompagne des photographes. Après, c'est pas forcément axé sur les cours, parce qu'on a vraiment des photographes de tout niveau, hein. J'ai même déjà accompagné pas mal de photographes professionnels ou quasi professionnels. Donc c'est des gens qui ont rien du tout enfin, j'ai rien à leur apprendre au niveau technique. Mais par contre, l'intérêt aussi de ces voyages, c'est qu'en tant que photographe, je sais exactement où aller pour avoir les meilleures chances déjà de trouver les animaux, les meilleurs horaires, et cetera, et cetera. Et c'est surtout ça qui les intéresse. Mais c'est presque plus, tu vois, un rôle de fixeur finalement, si je reprends la terminologie, journalistique, qu'un rôle de formateur. Mais voilà, comme je dis, il y a tous les niveaux et parfois j'ai même des gens qui sont pas du tout photographes qui viennent avec moi, qui sont juste intéressés par découvrir la faune, les animaux, qui sont plus des observateurs même que des photographes. Ah, c'est vachement bien. Ça, tu le fais en direct ou tu passes par une agence pour faire ça? Alors oui, je passe par une agence, là aussi parce que c'est plus facile, c'est-à-dire que c'est eux à qui, bah, qui vont se charger de toute la partie commerciale, qui ont leur propre base aussi de clients et qui gèrent toute la communication auprès de cette base-là. Mmh. Moi, ça me permet de me concentrer justement sur les voyages, l'organisation des voyages, l'accompagnement des voyages, et cetera. Mmh. Ouais et c'est parce que c'est clair que c'est aussi un taf à part entière de vendre ce genre de service aussi ou de produits, Exactement. Par contre, l'intérêt de ces voyages, bah, c'est un peu ce que tu décris finalement, à travers, toutes les formations, à travers, tous les podcasts que tu peux, animer. L'idée, c'est d'avoir finalement un écosystème qui soit cohérent et qui te permette de créer finalement un business model qui soit rentable. Donc si tu vois, on parle des voyages, moi finalement on me paye pour accompagner des gens sur des lieux où je peux faire des photos. Alors bien évidemment, la priorité, c'est les clients, c'est-à-dire que c'est toujours eux qui vont avoir les meilleurs spots, les meilleures places pour shooter les photos, mais on arrive toujours à en faire et du coup, le fait d'accompagner ces voyages, ça me permet aussi, moi, de pouvoir faire des photos pour ensuite monter des expos, monter des livres, écrire des articles, et cetera, et cetera. C'est une opportunité de shooting et qu'ensuite on monétise à travers différents canaux. ouais, bien sûr. Bah, j'imagine que ton passé, que tu as décrit au tout début en présentation doit t'aider quand même à avoir, cet état d'esprit-là, ce mindset un peu business. Oui, bah, oui, bien sûr, oui. Et c'est vrai que c'est ce qui manque à beaucoup de gens, en fait, mais comment toi tu le perçois ça? Comment est-ce que ça t'a
quand tu découvert ce milieu-là, la partie professionnelle de la photo, ça ça t'a ça t'a choqué? Ou tu trouvé ça normal? C'est un peu ce que tu t'attendais? Parce que c'est vrai que les gens sont pas forcément très à l'aise avec l'argent, avec, le fait d'en gagner, le fait d'en chercher à en gagner. Mmh. Bah, ça m'a ouais, ça m'a un petit peu choqué parce que moi je suis tellement dedans et en fait c'est tellement naturel si tu veux pour moi parce que ça fait des années, quel que soit mon rôle ou mon job que finalement je baigne dans cet univers, un petit peu, commercial, que ouais ça m'a vraiment étonné, ça m'a vraiment étonné. Mais après c'est des choses en travaillant qu'on arrive assez facilement à acquérir si tu veux. Et après, c'est propre, alors pas que au collectif DR ou au photojournalisme, hein, j'anime aussi régulièrement des conférences pour des clubs photo qui appartiennent à la Fédération photographique de France, donc là, qui sont, complètement amateurs et c'est vrai qu'ils ont exactement les mêmes problématiques. Quand je leur parle en détail, tu vois, de ce projet sur les Bajau, ils sont super intéressés parce que quand tu leur dis, vous allez, travailler en amont, vous allez faire un budget, donc un budget, c'est à la fois ce que vous allez dépenser, mais aussi vos prévisions de recettes et puis après à vous de vous débrouiller en jouant avec les curseurs pour équilibrer le tout. C'est des choses pour la plupart dont ils ont aucune expérience finalement. Mmh. Ouais, et c'est ce qui fait que beaucoup de gens, abandonnent aussi, hein, mine de rien, parce que beaucoup de gens veulent devenir photographe, faire du grand reportage, aller partout dans le monde, effectivement, comme tu dis, la vision un peu romantique du truc, mais quand ils découvrent l'envers du décor et le revers de la médaille, en quelque sorte, c'est un peu plus déroutant, quoi. Bah, je pense que oui, c'est ça presque le premier message à délivrer à quelqu'un qui voudrait être photographe, c'est de lui dire: «Bah, ouais, c'est super, tu vas te faire plaisir, mais n'oublie pas, tu vas passer seulement, 5 de ton temps à appuyer sur le déclencheur. Le reste du temps, bah, tu vas monter des projets, tu vas faire du commercial, tu vas faire de l'administratif, et cetera, et cetera». C'est ça le job de photographe. Si tu avais des conseils à donner justement aux gens qui nous écoutent, qui ont envie, qui ont conscience peut-être de cette partie-là, mais qui savent pas trop par quoi commencer, qu'est-ce qui t'a aidé à réussir à monter des projets comme ça, à avoir, ouais, c'est peut-être développer aussi des automatismes pour gagner du temps, pour être plus efficace? Bah, ouais, moi j'ai toujours travaillé en projet, en fait, tout au long de ma carrière. Donc ça aussi, c'est vrai que c'était très, très naturel. Donc j'ai pas eu, si tu veux, de grosses difficultés par rapport à ça. Et après, si je devais donner un conseil aux gens, c'est oui, intéressez-vous à ce que c'est que la gestion de projet. Il y a des techniques aussi de gestion de projet, il y a des bouquins sur la gestion de projet. Même si c'est pas forcément le cœur de votre métier, intéressez-vous quand même à ça, parce que ça peut vous faire gagner du temps, voire gagner de l'argent, parce que forcément vous allez être plus efficace derrière. Et puis après, comme tu dis, il y a tous les aspects automatisation aussi qui peuvent permettre d'aller plus vite, hein, un budget, une fois que tu l'as monté sur un projet, c'est pas très compliqué de décliner ça sur un deuxième projet, puis sur un troisième. Et puis au bout d'un certain moment, on a des templates, presque sous Excel qui sont déjà constitués. On sait à peu près quelles sont les lignes qu'il faut remplir et cetera, et cetera. Ouais, tu penses un peu en mode, business plan, quand tu pars sur un reportage, au final? Exactement. Bah, oui, un reportage, c'est, d'un côté des dépenses, de l'autre des recettes. Donc on est directement en mode business plan et il faut surtout pas se lancer dans un projet sans savoir où on va parce que on peut très, très vite, dériver. Tu vois, je reviens sur le projet des Bajau, bah, quand tu es obligé de tu as des coûts qui sont quand même assez importants, hein. Quand tu payes un fixeur, que tu payes un bateau, que tu payes un équipage pour aller faire un shooting dans un endroit, bah, tu peux pas te permettre de dire, «J'y vais, mais je sais pas trop ce que je vais faire. Je sais pas si ça va me prendre 2 jours ou si ça va me prendre 3 mois». Donc tu es bien obligé de préparer tout ça avant et de fonctionner un petit peu en time boxing en te disant, «Voilà, je me donne une semaine, je me donne 15 jours, je me donne 3 semaines en fonction de mon budget et je sais qu'au bout de ce temps-là, quoi qu'il arrive, j'arrête le projet et je ferai avec ce que j'aurais fait comme photo». Mmh. Ouais, c'est clair. Ouais, au final, c'est vrai que c'est accessible
à tout le monde. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc que j'ai entendu dans un podcast il y a pas longtemps. Un mec qui disait, ça va te faire sourire, je suis sûr. Un mec qui disait pour être un bon entrepreneur, faut pas être très intelligent, dans le sens où, les gens trop intelligents qui réfléchissent beaucoup trop, bien souvent, ils vont pas, au bout de ce qu'ils ont envie de faire ou de ce qu'ils pourraient rêver de faire parce que, il y a trop d'arguments rationnels qui font que, on va pas y aller et du coup, il faut ce côté un petit peu, pas stupidité, mais en tout cas, être capable d'être très clair au départ, réfléchir, mais pas trop réfléchir non plus parce que sinon tu t'interdis tout et tu fais rien, en fait, quelque part. Bah, Je pense de ça. exactement. Au début, ça part tous ces sujets-là, ça part quand même d'une conviction, d'un feeling, d'une envie, d'une motivation et c'est ça qui est finalement le déclencheur. Après le budget, il est juste là pour te ramener les pieds sur terre parce que il y a plein de projets qu'on a envie de faire, mais qui sont tout simplement pas réalistes pour tout un tas de raisons. Tu vois, moi, j'ai beaucoup travaillé quand je faisais de la photo sous-marine, par exemple, sur les requins. J'avais une grande passion pour les requins. J'adorais aller les photographier, et c'était génial, hein, je m'éclatais et cetera. Mais va vendre des photos derrière de requins. Les gens qui ont envie de mettre ça dans leur salon, il y en a pas beaucoup. Donc c'est là où tu te rends compte derrière que, le business model était pas forcément pas forcément le meilleur, quoi. Mmh. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est un peu particulier. Oh, il doit y en avoir, mais Oui, je te rassure, il y en a quand même quelques-uns. Mais oui, si tu veux vraiment vendre des photos, vaut mieux aller faire des bébés, ours polaires ou des bébés tigres, ça se vend beaucoup mieux. ouais, c'est clair. C'est une bonne transition sur l'autre question que je vais te poser, c'est tu disais tu as rejoint DR il y a pas longtemps, le collectif on a quelques photographes, tu fais partie de quelques photographes qui font, de l'animalier. Il y a aussi, je sais pas si tu as déjà échangé un peu avec lui, mais il y a Sébastien Pontoiseau qui fait aussi beaucoup d'underwater et Ouais. lui, son truc, c'est plus les baleines que les requins. Mmh. Hem D'ailleurs, je sais pas si cet épisode passera avant ou après lui, mais en tout cas, je renvoie les gens sur l'épisode qu'on a fait avec Sébastien, où il parle justement de son expérience de photographe underwater et notamment, comment il appréhende, et comment il s'organise aussi. Parce que c'est pareil, aller shooter les baleines, c'est une sacrée organisation parce que tu as aussi les questions d'autorisation il faut avoir le droit de le faire. C'est pas, Et tu c'est de débarques plus en pas plus comme compliqué. ça. Exactement. D'ailleurs, toi, par exemple, pour les requins, est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'il faut des autorisations pour faire des photos? Alors non, sur les requins, il y a pas d'autorisation, il y a pas de, heu en tout cas, j'ai jamais rencontré ce genre de difficulté, mais après c'est pareil, hein, c'est comme tout sujet, c'est-à-dire que, bah, c'est un projet qu'il faut monter parce que tu as certaines espèces de requins qui sont migratrices, donc il faut aller au bon endroit, au bon moment. Il faut trouver le bon acteur sur place pour t'accompagner, quelqu'un qui connaît bien les sites de plongée où tu peux trouver les requins. Donc pareil, tu montes ça comme ça. Mmh. Mais effectivement, c'est plus facile que les cétacés, parce que les cétacés, maintenant, il y a une législation qui est très, très compliquée. Déjà, il y a aucun endroit où tu peux faire de la plongée sous-marine avec les cétacés. Au mieux, tu peux rester en surface et faire du snorkeling et après, si tu veux vraiment aller plus loin, la seule solution, c'est de rejoindre des programmes, scientifiques, des gens qui font de l'identification des animaux. Parce que l'identification passe aussi beaucoup par la photographie, c'est-à-dire qu'ils vont avoir besoin de photographes pour faire des photos de queues de baleines ou de nageoires qui sont un petit peu l'équivalent de leurs empreintes, digitales. Ouais, exactement. Bah, d'ailleurs, Sébastien, on parle pas mal de ça justement. Il disait qu'il donnait certaines de ces images justement pour que les scientifiques puissent augmenter leur base de données Mmh. et c'est vrai qu'au début, tu parlais de Cousteau. Heu, bon, on n'est pas la même génération, mais j'ai grandi aussi en en regardant le commandant Cousteau, je trouvais Ouais. ça génial et je me rappelle avoir, bien parcouru, l'encyclopédie Encarta à l'époque pour, me documenter sur les requins et tout, c'était vraiment cool et quand tu vois effectivement la carrière de Cousteau, il y avait un super biopic d'ailleurs qui était sorti sur lui il y a pas très longtemps, Mmh. où tu vois qu'en fait le mec était très, bon, au-delà de sa passion, c'était aussi un vrai entrepreneur. Alors pas très, parfois justement, pas trop, pas assez, pragmatique parce il avait un peu parfois la folie des grandeurs et la boîte a failli couler plein de fois, sans jeu de mots. Mais,
Toi, ça t'a inspiré aussi ce côté, un petit peu, un peu touche à tout, cette capacité à faire des ponts avec, l'univers scientifique, l'univers médiatique, l'univers, animalier peut-être, artistique aussi? Alors oui, forcément, ça m'a inspiré. C'était pas ma motivation, 1re, mais oui. Et Cousteau, c'est vrai que c'est quelqu'un qui maniait, très, très bien tous ces éléments, là. C'est lui qui a permis de démocratiser la plongée, d'expliquer le monde sous-marin. Donc, tu tu peux pas y arriver si tu as une approche qui est uniquement, scientifique, par exemple. Faut aussi savoir raconter des histoires. Je pense que c'est ça qui a fait le succès aussi de Cousteau. Et après, il faut arriver à financer tout ça. Donc le financement, c'est via aussi des études, ça peut être via des études scientifiques ou c'est via les médias. Lui, il a choisi d'être un petit peu entre les 2 avec, toutes ces émissions de télévision, mais aussi les programmes scientifiques auxquels il a participé. Et dans un monde un peu plus contemporain, tu as des gens, des photographes sous-marins qui suivent la même trajectoire que lui, hein. Tu prends un Laurent Balesta, par exemple, qui est peut-être le photographe sous-marin actuel le plus connu. Il est exactement sur le même modèle. Mmh. Ouais, c'est clair. Ouais, d'ailleurs, alors attends, corrige-moi si je me trompe, mais il me semble qu'en plus Cousteau gagnait une partie de ses revenus grâce à des compagnies, je vais pas dire une connerie, mais c'était des compagnies pétrolières, non, à un moment donné, non? Pour faire de la prospection, pour trouver Aussi, les ouais, endroits, ouais. exactement. Ouais, ouais. Ouais, c'est un truc qui ferait, il crisser les dents à pas mal de gens parce que tu imagines, tu es payé par Total pour faire tes reportages animaliers, c'est il y a un petit peu ça fait un peu bizarre dans l'équation. En même temps, c'est grâce à ça qu'il a pu se payer son bateau, payer son équipage, parce que tous ces gens Oui, folles. oui, et puis l'origine, faut pas oublier, c'était l'Air Liquide. Enfin, c'était une filiale de l'Air Liquide avec laquelle il a développé, les 1ers, scaphandres, sous-marins, enfin co-développés. Il n'était pas le seul, mais donc oui, oui, il a toujours eu des grosses entreprises derrière lui pour le financer. Ouais, c'est marrant quand même quand tu y repenses ça fait penser, il y a quelques années, quand je commençais le journalisme, j'avais rencontré Jean-Louis Etienne, sur un Mmh. reportage. J'avais fait son interview et je me rappelle, j'étais vraiment dans ma première année de journalisme à l'école et quand j'avais fait son interview, j'étais un peu, tu sais, j'étais très impressionné du mec, tu vois? C'est pas tous les jours que tu fais l'interview de Jean-Louis Etienne et j'avais posé des questions à un moment donné, je sais plus quelle question j'avais posée, mais il me parle du nucléaire et il me dit que c'est ça la solution, qu'il faut aller dans le nucléaire et cetera. Et c'est là que tu te dis, en fait, c'est pas si évident que ça quand tu écoutes un peu le storytelling général dans les grands médias, et cetera. Le côté très manichéen, de le gentil, le méchant, le bien, le mal. Quand tu es dans le pragmatisme et que tu vas vraiment sur le terrain, tu te rends compte que la vie est plutôt, est assez différente, quoi. Bah, oui. Ouais, c'est intéressant. Hem, Tu penses d'ailleurs que c'est, l'environnement un peu scientifique ou peut-être même aussi, pas forcément le côté scientifique sur les animaux et tout, mais aussi la partie ethnologique, le fait d'aller voir des peuples comme ça, de documenter ces histoires. On avait eu dans le podcast dernièrement, Frank Vogel qui parlait de sa rencontre avec aussi un autre peuple aussi, très peu connu, au fin fond de l'Inde. Je renverrai les gens sur cet épisode-là, où il a beaucoup, documenté ça en photo, mais en texte aussi. Il a écrit un livre dessus. Tu penses que ça, au final, c'est quelque chose qui permettra de faire vivre des photographes, ou en tout cas de mieux les faire vivre en termes de revenus? Alors mieux les faire vivre, je sais pas parce qu'encore une fois, ça reste des projets qui sont assez coûteux et en tout cas, pas toujours faciles à financer, ou en tout cas pas faciles pour trouver un retour sur investissement. Mais je pense que c'est aussi un travail qui est super intéressant en tant que photographe parce que quelque part, au-delà de la rencontre qu'on peut avoir avec ces peuples-là, on est aussi là pour témoigner et pour laisser une trace parce que tous ces peuples, ils ont une caractéristique commune, c'est qu'ils sont de plus en plus en train de se faire rattraper et grignoter par le monde moderne finalement. Et ce, alors que, on n'en entend quasiment, jamais parler et ouais, ça permet de laisser une trace sur un mode de vie
alors va peut-être pas complètement disparaître, ça va dépendre des peuples, mais qui en tout cas va évoluer. C'est le cas des Badjao, hein, on en parle aussi dans le livre, mais aujourd'hui, ils sont quasiment plus nomades, ils sont tous en train de se sédentariser, malheureusement sur des espèces de bidonvilles sur pilotis, avec tout un tas de problématiques, la surpêche, pas de leur fait, mais de fait de pêcheurs extérieurs qui viennent dans leurs eaux, la pollution, le réchauffement climatique aussi, qui fait diminuer la ressource halieutique dont ils se nourrissent. Enfin voilà, c'est très, très compliqué pour eux, sans parler des enjeux culturels avec des gamins qui finalement, ont plus tellement envie de vivre la vie de leurs parents et sont attirés par la technologie, par les villes, et cetera. Donc ça pose aussi quand même tout un tas de questions et c'est là où le travail est aussi, super, super intéressant. Ouais, parce que quelque part, tu vas te dire que peut-être dans quelques années, la seule façon de voir ces peuples-là, ce sera de lire ce bouquin et de voir ces photos, qui appartiennent à l'histoire et qui correspondent un peu comme une espèce animale qui a disparu. Tu peux le voir que sur des manuels scolaires et Beh, j'espère qu'on n'en arrivera pas là, mais oui, c'est une possibilité. Alors, je pense que c'est des peuples qui continueront à exister, mais voilà, en fait, leur caractéristique commune, quasiment à tous, c'est qu'ils deviennent des acteurs économiques. Les Badjao, là où il y a encore, 50 ans, 100 ans, ils naviguaient à la voile, maintenant ils naviguent avec des moteurs. Un moteur, bah, il faut de l'argent pour payer des pièces de rechange, il faut de l'argent pour payer du carburant et en fait, le fait de passer à ce type de technologie, ça leur met le doigt dans l'engrenage économique. Ils sont obligés de là où ils étaient en autosuffisance, maintenant ils sont obligés de pêcher plus pour pouvoir troquer ou pour pouvoir, vendre leur pêche, pour pouvoir se payer des pièces d'équipement et une fois que tu as lancé cet engrenage, ça devient très, très compliqué d'en sortir. Pendant ce reportage, tu vois, on a interviewé, enfin, on est allé voir un bateau qui avait l'air d'être ancré depuis pas mal de temps et le gars, on lui a dit: «Mais, ça fait combien de temps que tu es là?» «Ah bah, ça fait, 6 mois», «OK, mais pourquoi tu bouges pas?» «Bah, mon moteur, il est cassé» et on lui dit: «Mais pourquoi tu navigues pas à la voile?» Il dit: «Beh, je sais pas naviguer à la voile, mon grand-père savait, mon père a acheté un moteur, moi j'ai toujours appris à naviguer avec le moteur et naviguer à la voile, je sais plus» et du coup, il est maintenant condamné à la sédentarisation ou alors à ce qu'un de ses copains qui va aller, à l'endroit où lui veut se rendre puisse le remorquer avec son bateau. Mais, voilà, je pense que c'est juste une anecdote, mais c'est révélateur, si tu veux, de ce qui attend un petit peu tous ces peuples-là, qui se font rattraper par notre monde moderne et qui mettent le doigt dans cet engrenage et après c'est très, très compliqué de faire machine arrière. ouais, c'est incroyable. C'est vrai que c'est un peu, de la même façon que leur physionomie s'est adaptée à ce qu'ils faisaient, à leur quotidien. Tu l'as dit, leur rate est développée différemment, ils ont cette capacité à rester sous l'eau plus longtemps parce qu'ils ont ce mode de vie. Le fait de plus pouvoir, pratiquer certaines choses te fait oublier, donc en fait, c'est ton cerveau t'empêche de se développe aussi différemment quelque part. C'est impressionnant, hein. Oui et puis tout simplement, tu as une perte des traditions, si tu veux, des choses qui sont plus enseignées parce qu'elles deviennent inutiles. Sauf que le jour où, bah, tu te rends compte que finalement tu en as besoin, tu as perdu complètement ce savoir, faute de transmission Bon. et comme ils sont sur une culture qui est essentiellement, orale et bah, si la transmission se fait pas de manière, intergénérationnelle, c'est une connaissance qui est définitivement perdue. Mmh. Ouais, c'est un peu le parallèle qu'on peut faire avec ce qui se passe aujourd'hui pour les photographes avec l'IA. J'aurais quand même réussi à caler de l'IA dans cet épisode, même si ça s'y prêtait pas, mais c'est vrai que ça me fait penser à ça parce que, tu vois, il y a quelques jours, on était avec des gens du collectif DR pour faire un séminaire et un workshop portrait et un workshop de photos, au flash et j'avais un peu taquiné, Pierre, qui nous a donné le cours, qui est un expert de la photo, du studio et cetera et qui déployait tout son matos il avait besoin de remplir enfin, tout son matos tenait dans la voiture, tu vois? Entre les flashs, les trépieds, les fonds photos et cetera Mmh. et pour rigoler, j'avais pris une photo, d'un des modèles, je l'ai mis dans ChatGPT et en 2 secondes, j'avais un rendu studio et effectivement, il y a ce côté, tu as la solution de facilité en un clic, en une phrase, en un prompt
Mais si tu sais comment fonctionne la lumière, si tu sais comment on la crée avec, tel ou tel matériel, telle ou telle, distance avec ton sujet et cetera, tu c'est pas juste tu fais une photo, c'est tu sais comment on l'a construit, comment on la réalise, comment on crée de la lumière littéralement et derrière, c'est vrai que malheureusement, c'est des choses qui vont se perdre parce qu'on aura ce confort, cette, facilité, intellectuelle à ne plus faire l'effort de réfléchir ou de faire certaines choses malheureusement. C'est un peu une externalité qu'on oublie un peu mais qui est réelle. Bah, oui et non, parce qu'aujourd'hui, si tu veux faire un bon prompt, pour une IA et avoir un rendu vraiment, studio, tu vas être obligé de mettre de la technique en disant, «Je veux shooter avec, tel objectif, avec telle ouverture, avec un flash à tel endroit, un flash à tel autre endroit». C'est finalement, ça revient à ton setup, studio quasiment, sauf qu'au lieu de le faire physiquement, tu vas le décrire sous forme de prompt. Mais tu es quand même obligé de continuer à avoir cette espèce de maîtrise de la lumière et finalement, ce qui fait la différence sur une bonne et une mauvaise photo, studio. Pour le moment et je Pour pense le que moment. c'est vrai Ouais. que ce que tu dis est vrai mais franchement, là, j'ai fait le test, maintenant l'IA a cette capacité alors pas de raisonnement parce qu'elle raisonne pas, mais cette capacité à te guider aussi dans l'élaboration de ton prompt qui fait que tu vas de moins en moins avoir besoin de ça. Mais c'est vrai que c'est ce qui permet encore de devancer, le commun des mortels c'est cette connaissance. C'est un peu comme un photographe qui se lance dans la vidéo, il a beaucoup plus de d'avance que quelqu'un qui se lance de zéro parce qu'il s'est déjà cadré, il s'est déjà raconté, il s'est déjà édité, et j c'est comme toi quand tu te lances dans l'édition, tu pars avec beaucoup plus d'avance que, quelqu'un qui ne sait pas faire de photos, qui sait pas raconter d'histoire parce que quand tu as toutes tes images, le livre, il devient presque évident, le mot presque est important parce que pour le boulot que tu as fait, quand même, il y a quand même plus de 200 pages. Il y a du texte. C'est d'ailleurs, qui a écrit le texte, Karine Marshall, c'est qui? Alors, Karine, c'est ma compagne qui a fait aussi heu, qui est co-autrice de ce reportage. Voilà, on a shooté, tous les 2. L'intérêt, c'était de pouvoir croiser nos regards de photographes, nos sensibilités qui sont aussi, un petit peu, différentes. Moi, je me suis beaucoup concentré sur tout ce qui était, évidemment technique de pêche, notamment sous-marine. Elle, s'est plus concentrée sur les femmes, leurs propres techniques de pêche, leur quotidien et puis après tout ce qui était lifestyle, voilà, c'est quelque chose qu'on a fait ensemble et l'écriture, oui, c'est moi qui m'en suis chargé. OK, génial, super. En tout cas, c'est vraiment un très beau projet, je renvoie les gens vers ce bouquin parce que c'est cool. Bon après moi, j'ai un biais aussi, j'adore avoir des bouquins, dans ma bibliothèque de gens, du collectif. Je trouve ça génial et j'invite vraiment tous les photographes à se lancer dans un projet de bouquin et ça semblait bizarre de dire comme ça, mais même si vous n'allez pas au bout du projet, le simple fait de vous challenger, de mettre cet objectif, même très lointain, hein, ça peut être un truc que vous allez faire l'année prochaine ou dans 2 ans, mais juste dites-vous, «Dans 2 ans, dans 1 an, je sors ce livre». Même si c'est un petit livre qui prend pas, non plus des heures et des heures à faire. Bon, ça prend quand même des heures en général un bouquin, mais en tout cas, le fait de se mettre cet objectif permet de remettre en question beaucoup les choses et d'avancer. On a l'impression que ça va être l'inverse, que ça semble insurmontable, mais en fait, quand on décompose l'objectif, quand on se dit: «Aujourd'hui, je fais le sommaire, aujourd'hui, je cherche l'éditeur, aujourd'hui, je fais la maquette, aujourd'hui, je réfléchis à la trame» et cetera. Décomposer, au final, je pense que tu pourras nous le dire, c'est pas ça va, ça se fait, quoi. Bah, encore une fois, c'est comme tous les projets, il faut définir des étapes, des jalons, se donner, un timing et puis, après on avance, chacun selon son propre rythme. Mais c'est vrai que c'est une expérience aussi qui est extrêmement, enrichissante parce que encore une fois, l'objectif, c'est pas de faire des photos et de les laisser dormir dans un disque dur. Il y a combien de photographes, qui font ça? L'intérêt du livre, c'est finalement d'avoir un bel objet, de pouvoir partager autour de cet objet et quelque part
Oui, c'est un outil de communication avec un public. C'est une trace qu'on va laisser, à la fois soi-même en tant que photographe, mais aussi, des différents sujets qu'on a pu documenter. Heu, donc oui, comme toi, j'encourage chaque photographe à aller vers le livre. Que ce soit sur un sujet, purement documentaire comme c'est le cas là, mais aussi, sur des sujets peut-être plus, auteurs, enfin voilà, tous les sujets peuvent mériter d'avoir leur propre support, papier, leur propre livre. Mmh. Bah, c'est clair. Et qui sait, peut-être qu'un jour on arrivera à relancer l'économie du bouquin, si on est nombreux à le faire et que ça serait chouette, quoi. Ouais, bah, il reste encore quand même heureusement, pas mal d'amateurs de livres papier. Mais surtout sur les livres photos, tu vois? Autant quand tu achètes un roman, finalement, que ce soit une édition, numérique ou une édition papier, à part le plaisir que tu peux avoir à tourner les pages, il y a pas une grosse différence. C'est vrai que sur un livre photo, je trouve que le papier prend quand même tout son sens parce que, bah, tu as le choix des images. C'est pas ton écran finalement, qui va cadrer ta photo et finalement la mettre en page en fonction des caractéristiques techniques de ton device. Là, c'est toi, quand tu conçois le livre, qui va choisir le format, qui va choisir l'orientation et qui ensuite va, à l'intérieur du livre, positionner les photos. Donc même cette activité finalement de préparation du livre, c'est comme pour une expo, comme pour tout ça, tu as aussi un vrai, enfin, tu mets aussi de toi-même en tant qu'auteur et je pense que ça se ressent aussi au niveau des lecteurs. Tu as plaisir à ouvrir un livre et à regarder les images différemment. Tu les vois complètement différemment que quand elles sont, affichées sur un simple écran d'ordinateur ou de smartphone. Bien sûr. Et même j'irais plus loin, au final, le bouquin est un prétexte pour avoir une partie de cette personne que tu aimes bien ou de ce travail que tu admires, ou même d'une histoire que tu as trouvée délirante. Le fait d'acheter le bouquin, de l'avoir dans ta bibliothèque, c'est non seulement un prétexte du coup, pour t'en rappeler, pour l'avoir toi et puis c'est un sujet de conversation. Moi, je sais que tu es venu chez moi, tu as vu ma petite bibliothèque de livres photos, elle est dans le salon, elle est à côté de la table là où on mange, là où on prend l'apéro parce que, à un moment donné dans la discussion, tu dis: «Mais attends, mais tu connais pas ce mec, attends, je te montre le bouquin», tu l'attrapes, tu le montres et ça lance de nouvelles conversations, ça permet de s'enrichir intellectuellement. Heu, c'est vachement bien, quoi, pour ça. Bah, surtout les livres photos. Moi, enfin, comme toi, j'ai une bibliothèque aussi, j'achète très régulièrement des livres de photographes. C'est une source d'inspiration, incroyable et puis à la différence d'un roman, tu sais à peu près où sont les photos dans le livre. Tu as juste à le prendre, tu l'ouvres et tout de suite, tu as la référence et ouais, c'est vraiment super intéressant et puis ça nous enrichit aussi, nous en tant que photographes de regarder comment les bouquins ont été faits et mis en page tout simplement. Ouais, c'est clair. Puis tu as ce plaisir aussi d'aller dans des librairies spécialisées ou éphémères pendant Visa pour l'image ou à Montier ou ailleurs où tu peux voir tous ces bouquins. C'est assez incroyable. C'est presque aussi intéressant qu'une expo au final, parfois plus même parce que tu as beaucoup plus de richesse, beaucoup plus de choses à voir. Mmh. Super. Écoute, je pense que là, on a bien donné envie aux gens de faire des bouquins. Et Peut-être ben, plus cette j'espère, semaine. j'espère. Et est-ce que tu aurais un dernier conseil peut-être à partager ou une expérience de peut-être quelque chose que tu as appris lors de tes reportages, notamment avec ce peuple, qui est assez incroyable, qu'est-ce que tu as appris sur toi, en faisant tout ça? Bah, écoute, moi, ce que j'ai beaucoup appris, avec notamment ce reportage, c'était finalement le premier reportage que je faisais vraiment sur de la photo un peu plus, on va dire humaniste et pas animalière. Hem, mais ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses, notamment au niveau de mon approche. C'est-à-dire qu'encore une fois, je pense que ce qui est important quand on fait ce genre de reportage, c'est de prendre beaucoup de recul. Et je m'en suis rendu compte justement après, quand j'ai commencé à travailler sur le livre, et cetera. C'est que finalement, je suis parti avec une espèce d'idée préconçue et encore une fois presque, romantique de ce peuple, tu vois? Des espèces d'hommes-poissons, hyper écolos, protecteurs des récifs, et cetera. Et quand tu es sur place, tu te rends compte que la réalité est finalement complètement différente. Hem Et c'est là où ce qui est important, c'est d'arriver
à finalement se déconnecter en tant que photographe de l'image qu'on en avait au préalable, pour justement ne pas faire des photos qui correspondent à l'idée préconçue qu'on avait avant de venir, et qu'on arrive avec finalement une forme d'objectivité pour être vraiment dans une logique de reportage. Et ça, c'est vraiment hyper important. Sinon, on passe à côté de la moitié des photos et on va documenter qu'une partie de la réalité, et pas la réalité dans son intégralité. Mmh. Ouais, c'est intéressant. Mais du coup, ça me fait penser à un truc, une réflexion que peut-être que tu as eu aussi, c'est quand tu regardes tous les photographes qui partent comme ça dans des tribus, dans des endroits où effectivement on a beaucoup, beaucoup d'idées préconçues. Nous occidentaux avec les biais qu'on peut avoir, le prisme de lecture qu'on a à travers notre éducation, notre style de vie et que tu vois ce qui se passe vraiment, mais que tu vois, tu as certaines personnes qui vont aussi rentrer de ces reportages en ne faisant pas ça, c'est-à-dire en allant justement, contribuer au storytelling général qui est faussé. Parce que faut dire aussi une chose, c'est qu'il faut avoir quand même du courage pour, aller, à l'inverse de ce que les gens pensent. Parce que tu peux vite te faire ostraciser aussi de ce petit milieu du milieu artistique, du milieu journalistique, du milieu, scientifique aussi. C'est pour ça que tu as des gens qu'on va étiqueter climato-sceptiques ou autres parce qu'ils sont pas dans la doxa, dans le truc. Tu en penses quoi de ça? Mais j'en pense que c'est super important parce que justement aujourd'hui on est confronté à une multiplicité des sources d'informations. Là où il y a encore quelques années, on n'avait que la presse, enfin la presse ou les médias en général. Aujourd'hui, tout le monde, s'improvise un petit peu, «créateur de contenu» entre guillemets sur les réseaux sociaux, et parfois avec une déontologie qui est un petit peu faussée parce que, comme tu dis, effectivement, ce qui compte, c'est l'audience, c'est le nombre de clics, et donc on va montrer aux gens ce qu'ils ont envie de voir et pas forcément la réalité qu'on va avoir tendance à occulter. Donc je trouve que c'est super important pour nous, en tout cas en tant que journalistes ou photoreporters professionnels, justement de contribuer à rééquilibrer un petit peu tout ça et à montrer vraiment la réalité telle qu'elle est. Ouais, mais je peux être que d'accord avec toi et j'espère que les gens, le comprendront aussi parce que c'est vrai qu'on fait un métier quand même qui est quand même pas mal précaire, hein, et le mot précarité veut pas forcément dire que tout le monde crève la dalle et que c'est compliqué, mais c'est juste que ça veut dire que c'est très aléatoire et que ça dépend beaucoup de soi, de son niveau de responsabilité et on n'est pas tous au même niveau pour ça et des fois, c'est vrai que c'est beaucoup plus confortable, de passer sous silence certaines choses, de pas chercher à montrer ou à dire certaines choses parce que ça pourrait nous griller de certains milieux ou certains financements ou autres, et c'est peut-être un peu frustrant aussi au final parce que quand tu te rends compte, quand tu vas si proche des choses sur le terrain, c'est là que tu touches du doigt une certaine forme d'absurdité aussi, par moment quand tu vois, dans un précédent podcast, on parlait du monde des humanitaires, sur les théâtres de guerre. Bon voilà, ça fait partie des choses où tu peux pas, c'est un peu comme, je citerai un de nos collègues de DR qui disait: «C'est un peu, je crois co comment il disait: «C'est tirer sur un chaton, si tu commences à dire, tu sais, que les humanitaires, voilà, font pas vraiment le job». Tu peux pas dire ça en fait, c'est pas acceptable socialement et c'est vrai que quand tu vas dire que tel peuple, va au final avoir un effet parfois, heu destructeur sur un écosystème ou autre, ça ne matche pas avec ça fait bugger beaucoup de gens, en fait, au final. Bah, c'est pas ce qu'ils s'attendent à lire ou à voir, et tu vas à l'encontre effectivement de leurs propres croyances. Mais je pense que c'est quand même important aussi de traiter ces aspects-là. En tout cas, ça fait Super. partie du job. Ouais, ça veut dire qu'il faut être capable d'être ouvert d'esprit, de pas avoir trop de croyances, personnellement parce que sinon tu t'avances pas, en fait. Tu peux pas te remettre. Bah, après on a tous des croyances, hein, c'est un biais comme tu disais, mais je pense qu'il faut aller au-delà et justement se forcer
à documenter, pas uniquement la vision, romantique, qu'on a, mais vraiment la réalité des choses. Tu vois, moi, enfin, si je reprends l'exemple des Bajau, il y a encore très peu de temps, ils plongeaient avec des espèces de lunettes de plongée qu'ils fabriquaient eux-mêmes. C'était complètement artisanal, c'est des espèces de ils taillaient ça dans de la noix de coco, ils utilisaient des bouts de verre, des caissons enfin des culs de bouteille, des choses comme ça, pour faire les verres et de la résine d'arbre pour faire, l'étanchéité et c'est l'image qu'on a tous, des Bajau, on les voit plonger avec ça et quand je suis arrivé là-bas, j'ai été super déçu parce que, ils avaient, des masques modernes qui, du coup, correspondaient pas à cette image que j'avais d'eux et il a fallu que je me force quand même à faire ces photos-là, mais j'étais parti avec des idées complètement différentes. Et donc je pense que des croyances, on en a tous. De toute façon, on est fait comme ça. Mais une fois qu'on est sur le terrain, il faut oublier tout ce qu'on croit et il faut vraiment faire notre travail qui est de documenter la réalité telle qu'elle est, même si elle correspondait pas à l'idée qu'on s'en faisait au préalable. Bon, pour finir, tu parles justement de faire ce boulot de journaliste aussi quelque part. Toi, tu te définis comme journaliste? Maintenant que tu as rejoint un collectif DR aussi, qui est un collectif de photoreporters où le reportage et le journée, c'est un peu notre ADN aussi. Heu, qu'est-ce qui t'a poussé d'ailleurs à venir nous rejoindre? Qu'est-ce que tu recherchais? Bah, moi, ce qui m'a on parlait tout à l'heure un petit peu des différents, business models et cetera et c'est vrai que c'est une carte que j'avais pas. En tout cas, j'avais déjà publié, je travaille aussi pour des magazines, mais plutôt en photo animalière. Donc là, on est sur un storytelling qui est complètement différent, avec de l'information qui va être plus, scientifique, tu vois? Pour illustrer les images, raconter un petit peu le mode de vie des animaux et ce qui m'intéressait, notamment à travers cette expérience, autour des Bajau, c'était de pouvoir aller vers quelque chose de complètement différent, faire un storytelling aussi, différent et trouver des débouchés, un petit peu complémentaires pour mes différentes photos. Donc c'est ça qui m'a poussé à rejoindre le collectif parce que c'est un domaine que je connaissais pas du tout, le storytelling au sens, journalistique. J'avais même aucune idée finalement du fonctionnement d'une rédaction, de comment approcher une rédaction pour aller vendre un article, travailler des synopsis, et cetera. Trop bien, super. Bah, du coup, ça t'a plu? Ça t'intéresse? Ah bah, écoute, ça m'intéresse et puis après j'apprends toujours, hein, bien sûr. Super. Ouais, c'est trop cool. C'est trop cool de t'avoir. Merci pour ta confiance Beh, je t'en prie. et puis merci pour ce témoignage, super intéressant qui je l'espère va plaire à nos auditeurs. En tout cas, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, que ce soit sur YouTube ou si vous écoutez ça sur une plateforme où on peut laisser un commentaire, n'hésitez pas à le faire et écoute, merci Gilles pour ton passage dans le podcast et puis bonne continuation, bon reportage. Eh ben, merci beaucoup Fred et encore une fois merci de m'avoir invité pour partager cette expérience. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, faites-le savoir en le partageant dans votre réseau et en nous mettant une note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Et rendez-vous en description de cet épisode pour retrouver plus de ressources qui vous aideront à développer votre activité, obtenir davantage de clients et de publications. À très vite pour un prochain épisode du podcast.